Bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour le live coding, on va faire des exercices lead code sur SQL. Donc là, je vous ai préparé quelques slides pour se rappeler d'SQL pour les gens qui sont en portfolio, qui sont en train de coder, qui ont peut-être oublié les SQL, qu'il y a à peu près un trimestre où ils ne pas l'utiliser. Et pour les C27 qui vont plutôt faire le HBNB. Donc ils vont dans quelques semaines apprendre SQL et comment ça va marcher. Donc ça sera une opportunité de un peu se préparer. Donc en général, ça signifie quoi SQL? C'est Structured Query Language. Un peu d'histoire de SQL. C'était créé en 1974, c'était normalisé en 1986. C'est le langage universel pour toutes les bases de données relationnelles. Le SQL, c'est plutôt le base. Donc, pour tous les systèmes Postgre, MySQL, même Oracle, tout ça utilise SQL et c'est toujours utilisé dans le jour. Même il y a eu certains NoSQL, mais quand même SQL reste toujours beaucoup utilisé. Il y a beaucoup de questions posées au-dessus pendant les entretiens techniques. Donc, c'est toujours important de savoir. Alors en général, comment ça marche SQL? C'est des tableaux. Donc on a des tableaux, dans chacun des tableaux, on a des colonnes qui représentent certaines caractéristiques, l'identifiant, le nom, le prénom. Si on veut par exemple représenter un tableau étudiant, les étudiants d'Alberton, ils ont un ID, le nom, le prénom, l'adresse mail, date de naissance, tout ça. Et entre certains tableaux, ça peut avoir des relations. C'est pourquoi c'est des bases de données relationnelles. Là, on va prendre ce petit exemple. On a Office, Doctor et Patient. Donc, on a un médecin. Le tableau médecin, c'est pour stocker les informations par rapport au médecin disponible. On a l'identifiant du médecin, son nom et son prénom, son adresse et l'ID, donc l'identifiant où il travaille. Alors c'est ici on peut voir beaucoup la relation entre les bases de données car le Office ID c'est ce qu'on appelle un foreign key. Alors c'est quoi un foreign key? Pour savoir c'est quoi un foreign key, il faut savoir c'est quoi un primary key. Alors un primary key c'est un identifiant unique, donc on ne peut pas avoir la même valeur. Et ça nous permet de savoir que par exemple ce docteur, il n'y a pas les deux docteurs en même temps. Donc il y a un instant de ce docteur dans ce tableau-là. Donc ça peut tomber parfois, il y a des gens qui ont le même nom ou bien le même prénom, mais c'est quelque chose unique pour chacun entre eux. Si on va prendre un exemple de la vie quotidienne, un truc unique de chacun d'entre nous, c'est le numéro de sécurité sociale, personne n'a le même numéro. Donc ça c'est un primary key. Et là on a dit que le FSID c'est un foreign key. Et c'est quoi un foreign key en général? Comme un foreign key c'est un primary key dans un autre tableau, référencé dans un autre tableau. Donc là, Office ID dans le tableau Office, c'est un primary key. Et pour créer la relation entre docteur et Office, on a ça. En même temps, on peut avoir plusieurs relations entre patient et docteur, entre quel patient go to quel office. Donc c'est ça, ça permet de créer des structures assez complexes et il me permet de faciliter les relations entre les données au lieu de le stocker d'une manière bête pour chaque docteur avoir plusieurs lignes et tout ça. Les différents types de données, alors les attributs, il y en a plusieurs types de données, donc là j'ai pas listé tout, mais j'ai listé les trucs les plus utilisés, on va voir plusieurs entre eux là maintenant. On a le int ou l'integer, c'est un int classique, c'est un numéro entier classique, ça peut être positif ou négatif. Le décimal, il prend PS, alors c'est quoi PS? Le P c'est le numéro de tous les chiffres possibles. Donc supposons si on a mis P égale 8, alors maximum on peut avoir 8 chiffres.
ls, c'est le nombre maximum de l'échelle après le virgule. Donc, supposons on a mis 8 2. Donc, on peut avoir un nombre maximal qui a 8 éléments, mais seulement 2 après le truc. Donc ça passe pas si je mets comme ça. Alors techniquement ça c'est 8, mais on a précisé que l'échelle c'est que 2 éléments, donc ça sera plutôt quelque chose comme ça. 8, 8, 8, 8, comme ça. Donc tout ça c'est le P, on a 8 éléments, et le 2 éléments c'est l'échelle, c'est le S. Ben, un float, tout le monde connaît tous. Les strings ou bien les types de caractères. Il y a le varchar. Alors, c'est quoi le varchar? C'est une chaîne de longueur variable jusqu'à un caractère. C'est pas nécessaire que ça soit exact. Ça peut être plus petit ou jusqu'à n. L'enum, franchement, c'est le colon ne peut contenir que l'un de ces variables. Donc, supposons on a fait enum valeur 1, 2, 3. Il ne peut pas avoir d'autres valeurs. Il doit être l'un de ces trois. D'autres types beaucoup utilisés, c'est les dates, les heures, le timestamp, ce qui est date et heure, et les années. Quand vous programmez, il faut faire attention car parfois le display des dates et des heures dans un certain langage de programmation, c'est pas 100% le même. Donc là, il utilise des dash dans un langage de programmation, ça peut être différent, donc il faut prendre ça en compte et vérifier, sinon ça ne sera pas compatible. Donc avant essayer de le stocker dans la base de données, il faut changer la structure pour que ça ressemble soit ça si c'est des dates, soit ça si c'est du temps. Et il y a bien sûr le bool si c'est vrai ou faux. Par exemple, est-ce que l'utilisateur est administrateur ou pas? Est-ce qu'il est toujours inscrit ou pas? Donc on peut stocker des vrais et des faux. Là, le dernier slide. Alors, dans le SQL, il y a des mots-clés. Les trois mots magiques, ils sont select, from, where. Alors, select, ça veut dire sélectionner. On va sélectionner quoi? Quel colonne de la base de données des tableaux? On peut sélectionner tous les colonnes, on peut sélectionner la moitié, on peut sélectionner qu'un. Donc, franchement, ça dépend de notre besoin. From, d'où, de quel tableau on va sélectionner ça? Est-ce que c'est un tableau ou bien est-ce qu'il y a plusieurs tableaux? Euh, Parfois on a besoin, on va voir juste après, parfois il y a des informations divisées dans plusieurs tableaux. Donc on aura besoin de en même temps lancer ça sur les deux tableaux. Le where, quand, ou bien où ce condition est validée. Donc sélectionner ces colonnes suivantes de ces tableaux quand la condition est vraie. Alors, il y a quoi comme condition qu'on peut mettre? Il y a plusieurs. Il y a tout ça qui nous permet de modifier vérifier les conditions et faire un petit filtre et un petit tri. Par exemple, oui, je veux seulement les étudiants de la cohorte C25. Oui, je veux les étudiants entre la cohorte C25 et C28. Oui, je veux les étudiants avec un score sur HBNB qui est plus grand que 85%. Donc, on peut faire beaucoup de choses. En général, c'est écrit comme ça, c'est toujours, en pratique, on écrit toujours le select from where en majuscule. Là, on a supposé qu'on avait un tableau employees, donc les employés. Et là, on est en train de sélectionner les noms des employés où leur salaire est plus grand que 1500. OK? Il y a des trucs un peu avancés qu'on peut le faire avec les conditions. On n'a pas toujours besoin d'utiliser les conditions basiques. On peut faire des requêtes imbriquées. Donc là, ce qu'on a fait dans le deuxième exemple, c'était, on avait besoin de quoi? On avait besoin de savoir le nom des employés qui ont un salaire plus grand que la moyenne des autres employés. Alors ça, comme il n'y a pas des colonnes moyenne de salaire dans la base de données, c'est pas possible de le faire avec les trucs basiques. Donc ce qu'on a fait, on a fait de 1 cette requête ici, le select average salaire from employees. Donc on a sélectionné average, c'est l'un des fonctions prédéfinies en SQL. Donc elle nous permet de retrouver ou bien de calculer la moyenne, c'est prédéfini. Il y a plusieurs autres fonctions comme ça, donc comme count qui fait
qui compte il y a combien de lignes, sum qui nous donne la somme, min, max, il donne le valeur minimale, valeur maximale, group by, ce qui permet de recouper en basant sur un caractère ayant des conditions. Tout ça, on va le revoir là dans les LeetCode, dans les questions juste après. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est on a sélectionné la moyenne du salaire. Ok, supposons que c'était à 1400. Ça sera équivalent que si on avait écrit select non from employé où le salaire est plus grand que 1400. Donc comme ça, on peut avoir des requêtes un peu plus complexes que les trucs basiques. Alors pour les questions SQL, j'ai déjà choisi quelques exercices sur LeetCode. Alors pour les gens qui ne connaissent pas LeetCode, LeetCode c'est un site gratuit entre guillemets. Alors bien sûr il y a des options payantes, mais avec une simple connexion, vous aurez accès à des exercices sur plein de sujets avec des différents niveaux et pas seulement en SQL. Donc là c'était en SQL, mais si j'ouvre un nouveau truc, vous avez en SQL, vous avez en C, vous avez en C Sharp, C++, algorithmique, donc même pas seulement les langages de programmation, mais quand même certains topics que ça peut être utile. Les algorithmiques et les algorithmes, si vous êtes en train de se préparer pour des entretiens, JavaScript, Shell, base de données, tout ça, c'est disponible. Il faut seulement se connecter avec un compte Google et ça marche. Donc là, on va commencer avec Essaye de redimensionner le, ton écran et décaler le chat. T'as vu, t'as un message qui a. Essaye juste de mettre le nom ouais, de la personne juste à gauche dans la margée à gauche, quoi. C'est tout. C'est juste ça. J'apparaisse en live là. Ouais, vas-y. Car là, je le sélectionne. Allô les hobbies, tu vois. Hop là. Ok, parfait. Hop là. Et ça c'est bon? Ouais, oui, c'est bon. Ça dépasse un peu. Attends. Non, mais regarde, c'est bon. Même là, c'est bien affiché. Ouais, regarde, ça dépasse là. Il y a un trou. C'est chiant qu'on puisse pas faire ça. Ah merde, je me suis trompé. C'est ton écran qu'il faut qu'on déplace. Ah, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça va, c'est pas. Bah, on dit merci à Julien. Alors là, pour les gens qui n'ont pas encore, qui n'ont jamais utilisé LeetCode, vous avez l'énoncé ici. Il vous demande ce qu'il faut faire. Ça, c'est standard pour tous les trucs, pas seulement pour SQL. Même si c'est en C, il y a l'énoncé, ce qui est demandé comme résultat. Après, il vous donne un exemple. Mais alors là, dans SQL, en général, il n'y a pas beaucoup de test cases. Mais par exemple, pour C, pour Java, il vous donne deux exemples, mais il y aura plusieurs test cases cachés. Donc, il y aura un système de checker comme celui d'Alberton. Comme l'intranet vous passez, il y a des checks explicitement dit, mais après, c'est à vous de vraiment bien faire ce qui est demandé pour essayer de valider tous ces checkers. Alors, ici, il y a quoi? Ils nous ont donné le schéma du tableau. Donc, ici, ils nous donnent le nom des colonnes et leur type. Donc, on a l'identifiant du produit qui est de type int. On a le colon qui s'appelle lowfats qui est de type enum. Donc, enum, pour les gens qui ont oublié, c'est quelque chose numéré. Donc, on met quelques valeurs et il doit être l'un de ces valeurs. Il ne peut pas être autre chose. Donc, on peut le faire. Si c'est recyclable ou pas. Alors ici, parfois, il vous donne des indications additionnelles. Il faut bien les lire car ça change beaucoup de choses. Le product ID ici, c'est un primary key. Donc, c'est des valeurs uniques. Donc,
On ne peut pas avoir deux lignes avec le même ID. Low fat est un enum de Y ou N, donc c'est soit Y soit N. Y, ça signifie que c'est un produit low fat. N, ça signifie que c'est pas. Recyclable, le même principe Y, c'est pour yes plutôt, et il signifie que ce produit est recyclable. Et le N, ça signifie que c'est pas recyclable. Là, il nous demande quoi? Write a solution to find the IDs of products that are both low fats and recyclable. Donc, il nous demande de trouver l'identifiant des produits qui sont en même temps low fat et recyclables. Donc, on a besoin d'afficher tout. Le son, moi je l'ai testé sur mon propre téléphone et c'était bon. Je ne sais pas si c'est seulement chez toi. Donc oui, pardon. Là, c'était rechercher les identifiants qui sont en même temps low fat et recyclables. Et là, il nous donne un exemple. Donc ici, c'est l'exemple du tableau où il contient des informations. Donc on a le produit avec l'identifiant 0. Oui, il est low fat. Non, il n'est pas recyclable. Donc en théorie, ça, il ne faut pas l'avoir dans la réponse. Product numéro 1, oui et oui. Donc on attend ça. Et là, il vous donne l'output demandé. Donc là, dans ce tableau-là, il n'y a que 1 et 3, ce qui est recyclable. Donc là, on commence toujours en SQL par select. Select quoi? Alors, si on met rien, si on met select étoile qui est tout, on aura un problème. Car il va retourner tout. From, donc de quel tableau? Alors comme ici, on n'a qu'un seul tableau qui s'appelle products. Je vais seulement vous montrer l'astérix, il fait quoi? Products. Alors là, je vais le lancer. Là, ça va donner une erreur. De 1, car ça ne répond pas à ce qui était demandé. Et là, vous pouvez voir l'input dans le test result, donc le tableau initial, votre propre output, donc ce que votre SQL a donné, et ce qui était attendu. Donc là, avec l'astérix, ça veut dire ramène-moi tout. Donc c'est pourquoi on a product ID, low fats, recyclable, alors que ce n'était pas le demandé. Nous, on avait besoin de product ID seulement. Donc on fait select product ID from products. Alors là, si je le lance, on aura toujours l'erreur, mais on peut voir que ça va sélectionner seulement la colonne product ID. Et le troisième mot-clé, c'est where. Alors, où le condition? Alors, c'est quoi le condition? On revient ici. C'était quoi? La première condition, c'était que le produit est le low fats. OK? Donc, low fats, ça veut dire Y. Donc, low fats égale Y. Alors là, ils ont dit là, ils ont dit are both low fat and recyclable. Donc, comme c'est en même temps, donc les deux conditions doivent être vraies, on utilise and recyclable égale Y. Alors, attention, dans SQL, pour le comparer, on utilise égal. On n'utilise pas comme un langage de programmation classique, égal, égal. Donc là, si je fais un run, ça doit passer. Alors là, quand c'est en vert, c'est accepted. Et vous pouvez vérifier que les deux trucs sont identiques. Alors là, il y a un autre truc égal, on peut utiliser like. Et ça doit toujours marcher. Alors vous pouvez vérifier que c'est toujours vert. Alors c'est quoi le like? Like, c'est quand on est en train de comparer des chaînes de caractères au lieu de mettre égal.
L'avantage de like, c'est que, supposons, on avait un texte et on voulait seulement savoir s'il y a un bout de code ou bien un petit morceau de texte qui existe. On peut mettre pourcentage, comme ça il va voir si ça existe ou pas. Donc là, peu importe là, un texte qui se termine en Y, ça qui contient un Y entre le début et le fin. Donc like, c'est vraiment important. Là, c'était simple, on n'avait pas besoin d'utiliser. On peut toujours rester sur le Y, sur le égal. Mais like aussi, il faut le savoir car ça nous permet de vérifier des trucs additionnels. Donc ça, c'est le premier test. Alors, je pense que si vous avez un compte, ça stocke les réponses si jamais vous revenez après. L'avantage aussi, supposons si jamais vous êtes trompé, c'est trop difficile, vous pouvez appuyer sur Solutions et voir les solutions des autres utilisateurs. Et si jamais vous avez envie de partager votre solution pour avoir un feedback, vous pouvez aussi le faire. Alors, je me souviens aussi, mais je ne sais pas s'ils ont enlevé cette fonctionnalité ou bien si c'est devenu premium ou bien si ça n'existe pas pour SQL, seulement pour le codage. Pour les trucs de programmation, si vous créez des algorithmes, il y a une option ici qui vous permet de comparer la performance du algorithme. Donc, si vous avez fait un boucle imbriquée, il vous affiche le temps de l'exécution et le charge qu'il a pris sur la mémoire. Donc ça vous aide beaucoup à améliorer votre algorithme car si vous ne prenez pas ça en compte, vous pouvez faire plusieurs boucles imbriquées et finalement vous disiez oui, ça passe, j'ai validé les tâches, mais côté performance, c'est pas bon. Là, on va passer vers un autre truc. Alors, Big Countries. Ici, toujours, on a le schéma on a toujours le schéma du tableau. On a comme colonne le nom du pays, le continent, la surface, population et GDP, donc PIB en français je pense. Alors le nom c'est toujours un primary key, donc bien sûr on ne peut pas avoir deux pays avec le même nom. C'est quoi ils ont demandé quoi? Ils ont dit un pays est considéré comme un grand pays si sa surface c'est plus grand que... C'est combien de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si c'est plus grand que 3 millions de kilomètres carrés, et c'est... oh pardon, c'est pas et, c'est or, donc il faut faire attention. Et si la population c'est plus grand que 25 millions d'habitants. Donc là, toujours le même principe, on fait un select, ok. Ils ont demandé quoi? On descend seulement pour voir un peu le truc. Ils ont demandé seulement dans le output le nom du pays, la population et la surface. Donc, select name, population et area, from où. Comme on a un seul tableau, c'est toujours le même tableau, ce qui est world. Where, à quelles conditions? Là, le premier, c'est que le surface, donc area, plus grand que 3 millions. Or, alors pour les gens qui l'ont déjà fait du Python, c'est presque le même principe, c'est avec un or ici, c'est pas avec ni avec les and, ni avec les trucs. Le deuxième truc, c'était quoi? La population plus grand que 25 millions, donc population plus grand que 2 millions 25, ok. Alors là comme ça, ça peut marcher, mais il y a un truc que je l'ai raté. Je vais lancer et après je vais vous dire si ça ne passe pas. Ok. Alors là c'est passé, mais il y a un problème avec le code là. C'est quoi? Car ils ont demandé at least, donc ils ont demandé au moins, donc il accepte 25 000, là explicitement ça n'accepte pas les 25 000, donc il prend en compte des grands pays que des 25 000 habitants et un seul habitant.
Donc, pour corriger ça, il ne faut pas oublier les égales. Et là, je veux faire un resubmit. Et tout le temps, ça marche bien. Le même principe. Ici, vous avez le runtime. Donc, si vous êtes en train de faire d'algorithme, ça peut vous aider. Votre output et l'expected output. Alors là, dans le prochain exercice, on va voir des trucs un peu, pas avancés, mais qu'on n'a pas encore vu, comme le order by. Alors là, c'est quoi? On a un tableau views. On a article ID, author ID, viewer ID et view date. Alors là, ceux qui l'ont dit qu'il n'y a pas un primary key. Ça peut arriver que dans un tableau, il n'y a pas un primary key, s'il n'y en a pas besoin. Chaque ligne montre qu'un viewer a regardé un article écrit par un auteur, à une date exacte. Et là, une petite remarque très importante, que attention, si le author ID et le viewer ID ils sont les mêmes, donc l'auteur a lu ou bien il a vu ses propres articles. Donc là, il demande quoi? Écrire une solution qui retrouve tous les auteurs qui ont regardé leur propre article au moins une fois. Ok? Donc là, on descend pour vérifier l'exemple. Il attend de 1 seulement l'ID. On n'a pas besoin des 4. Donc, je veux commencer. Alors, comme le author ID, c'est le même le viewer ID, si je fais select author ID ou bien viewer ID, c'est le même réponse. Donc là, je veux faire author ID from views, toujours le nom du tableau, where. Alors, là, on va de 1, je vais vous montrer quelque chose. Là, je vais faire select author ID égale viewer ID. Là, on va voir tous les trucs qu'ils ont regardé eux-mêmes au moins une fois. Viewer ID. Alors là, ça sera faux car il ne va pas vérifier tous les tests, mais seulement pour vous montrer pourquoi on utilise as. Alors de 1, vous pouvez voir, moi là j'ai sélectionné author ID, le nom du colonne dans le truc. Alors, mais eux, ils souhaitent que ça sera affiché au nom de ID. Donc pour faire ça, on peut tout simplement ajouter as ID. Et là, ça va nous montrer en temps d'ID. Alors là, c'est bon. Et on a toujours le problème, comme on n'a pas terminé toutes les conditions, que l'auteur numéro 4, il a vu son propre travail 2 fois. Donc, et on ne veut pas afficher chaque fois le même ID. On veut afficher les trucs uniques. Donc pour ça, juste ici, on ajoute le mot distinct. Et on entoure le truc qu'on veut que ça soit unique. Et si on le lance, alors là, ça a marché. On n'a plus les deux 7 ou bien 2, 4, j'ai oublié c'était lequel. Mais on n'a toujours pas validé que ça sera dans l'ordre croissant, pardon. Là, automatiquement, on a eu le 7, le 4. Donc ça, parfois, on peut forcer l'ordre si on veut le voir. Alors ça, je vais le revenir juste après. Mais les distincts, ce qui permet, supposons, on a un tableau où il y a le nom de tous les étudiants inscrits. Et moi, j'ai seulement envie de savoir les noms uniques. Finalement, si j'ai droit à Alexandre, je ne veux pas l'afficher 3 fois. Donc, c'est distinct, elle permet d'afficher une fois chaque valeur.
Et là, finalement, pour le mettre en ordre croissant, c'est toujours le mot magique order by. Et là, ça doit valider le truc. Order by. Order ascending. Ok. Alors là, c'est l'un des imprévus comme c'est un compte public. Si vous faisiez plusieurs fois, ça peut causer des problèmes, que ça demande d'attendre un peu. Là, ouais. Alors là, c'est order by. On a oublié ID ascending. Ouais. Donc là, ça va marcher. Donc là, c'est ranger les réponses par ordre de cet attribut-là, car finalement, là, on avait un seul colonne, mais parfois on peut avoir plusieurs, et comme ça, on décide, par exemple, oui, moi je veux qu'on fait l'ID en ordre croissant. Si jamais vous n'avez pas besoin, vous avez besoin d'adresse mail ou bien ordre de nom, vous pouvez le faire. Et dans certains cas, vous pouvez ordonner par plusieurs ordres. Donc, ID, c'est le prioritaire par ordre croissant. Si jamais après, alors ça ne marche pas avec ID comme c'est unique et c'est toujours en ordre croissant, mais supposons c'était par exemple des noms, je veux faire par ordre croissant des noms. Donc j'ai deux Kylian, je peux après ajouter par ordre croissant de nom de famille. Comme ça ne sera pas par hasard. Ok. Alors là, il y a quoi? Replace employee ID with unique identifier. Ici, on a deux tableaux. Donc, c'est la première fois qu'on a deux tableaux. On va voir comment on peut faire la réunion et comment joindre ces deux tableaux. C'est quoi le premier tableau? C'est l'employé. Il y a deux colonnes, l'identifiant et le nom. L'identifiant, c'est le primary key pour ce tableau. Donc, bien sûr, valeur unique. Et le deuxième, c'est le nom de l'employé. Pour l'employé uni, c'est un deuxième tableau. On a le primary key peut être un seul colonne ou bien peut être une combinaison des colonnes. Donc là, ici, dans l'employé uni, on a ID et unique ID qui constituent en même temps une valeur unique. Donc c'est ces deux-là, le primary key. Donc là, on a l'identifiant de l'employé avec son nom. Et dans le truc unique, on a l'identifiant et l'identifiant unique, car parfois dans certains départements, ça peut arriver. Alors là, il demande d'écrire une solution qui montre le ID unique seulement pour chaque utilisateur. Et si un utilisateur n'a pas une ID unique, il faut le remplacer par nul. Donc là, on fait select. Ils ont demandé quoi? Ils ont demandé ici i.name et i. Alors non, c'était dans l'autre ordre. i.unique underscore id. Et là, alors là, j'ai utilisé EI et E. Ouais, là j'ai utilisé EI et E. Pourquoi? Car comme les informations sont divisées dans deux tableaux. Vas-y, tu peux continuer tes explications. Ouais, comme l'information ils sont divisées en deux tableaux, on va accéder à ces deux tableaux. Donc on va faire from employees et employees uni. Et pourquoi on fait le petit truc là, le renommage? Car parfois, comme on peut voir là, il y a ID dans employees et ID dans employee uni.
Donc le système finalement, si on ne dit pas explicitement. Parce qu'ils n'entendaient pas de toute façon. Du coup, j'ai augmenté le gain du micro. Ok. Et on entend mieux. C'est bon. Parfait. Donc ouais. Donc comme le ID existe dans les deux, lui il va pas savoir, il va ramener de quel tableau, toi tu souhaites lequel, car parfois, ok, là c'est par rapport à l'un l'autre, c'est le même, mais parfois on peut avoir deux colonnes dans deux tableaux différents avec le même nom, mais il n'y a aucune relation. Donc là, ça nous permet de faire ça. Donc là, le premier tableau c'était employees I. Et après, je pense que c'était left join. C'était. Ouais, non, c'était celui-là. S'il n'y en a pas unique ID, c'était nul. C'est ça, ouais. Left join employees EI on i.id. Donc là, c'est quoi le left join? Le left join, ça nous permet s'il y a des colonnes partagées, ou bien pas partagées, qui fait une référence vers la même information, et ça nous permet de joindre les tableaux. Donc là, vous pouvez voir, il y a plusieurs choses avec left join, et en plus il y a d'autres façons de le faire. Il y a left join, vous pouvez le faire avec les conditions where et tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va réunir ces deux tableaux, ou sur quel truc? Sur le i.id égale ei.id. Et là, si je le lance, ça doit fonctionner. Test employees. Ah oui, là on a oublié le employee uni. Et là c'est bon. Donc vous pouvez trouver les joins, plusieurs diagrammes sur internet qui expliquent le truc. Alors là, join SQL. Là, le left join, il prend les trucs en commun. Alors de un, il prend tous ses propres trucs avec les trucs en commun avec le deuxième tableau. Le intersect, ça prend les trucs en commun seulement. Le right join, il prend les trucs en commun et les trucs seulement du deuxième tableau. Donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec les joins. Et en plus, ça vous permet d'éviter de faire des conditions where assez complexes pour vérifier tout. Et ça peut parfois être plus efficace avec les grands tableaux, s'il y a beaucoup de données. Alors ça c'est bon. Et là ici, on va voir le groupe by. Donc ici, il y a quoi? On a deux tableaux. On a visit et on a transactions. Donc le premier tableau, il y a deux colonnes. L'ID du visit et l'ID du customer. Ils sont des valeurs uniques. Et le deuxième, c'est le truc des transactions. Transactions, c'est quoi? C'est plutôt s'il y avait un achat ou bien ils ont utilisé des services trucs. Donc là, on a l'ID de transaction. L'ID du visit, c'était key. C'est pour éviter de stocker le truc de customer ici. Comme ça sera plus efficace. Et le montant payé. Alors là, il demande quoi? Il demande d'écrire une solution pour trouver les ID des utilisateurs qui ont visité le magasin sans faire aucune transaction. Et le nombre de temps qu'ils ont fait ces visites. Donc là, on va utiliser plusieurs choses. De un, on va utiliser group by pour pouvoir diviser les trucs par rapport à l'identifiant
du customer. Et en plus, on doit afficher combien de fois ils ont fait ça. Ok? Donc là, si on prend le premier exemple, on a les ID de visite et on a les identifiants des customers. On peut voir par exemple que le customer numéro qui a comme identifiant 54, il a fait 2 visites. Ok? Mais il a pas fait, il a rien acheté. Comme c'est Visit ID, c'est pas dans le tableau Transactions, donc il a visité le magasin sans rien acheter. La même chose pour le customer avec 96, la même chose avec le customer qui a comme ID 30. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? De 1, on va faire select, alors toujours comme il y a 2 tableaux, t.customer ID. Ok? From quel tableau? Transactions T. Et en même temps, comme on a besoin du visite V. Where. Alors, comment je veux voir, comment je peux savoir les gens qui ont validé qui ont visité sans rien acheter? Donc ici, on a besoin de un peu changer les trucs. Ou bien pas changer les trucs, mais utiliser une façon qu'on n'a pas encore vue. Il n'y a pas. Si, supposons qu'on va faire visit ID, ce n'est pas égal à ça, c'est pas optimal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les trucs imbriqués. Donc là, on peut le faire, je pense, ou bien on peut faire aussi celui sans le truc. Bah non. Avant, je veux faire les trucs imbriqués pour vous montrer comment c'est fait, car c'est important. Donc là, ce que je veux faire, je veux, comme l'exemple ici, je veux créer 2 requêtes actuellement, une dans l'autre. Donc je veux que cette requête-là, que je veux l'implémenter juste après, va valider le truc. Donc là, je reviens ici. Moi, je veux quoi? Je veux de 1, l'identifiant de tous les trucs qui ont fait de tous les visit ID qui ont donné une transaction. Donc de 1, je suis toujours en v where v.visit ID. Ok? Mais là, moi, jusqu'à maintenant, je veux supposer que je ne connais pas quoi faire. Donc, quand vous ne savez pas 100% quoi écrire dans le where, vous créez le where sans mettre les conditions et après, vous ouvrez des parenthèses, ok, et vous créez votre deuxième requête d'une façon indépendante. Alors moi, ça me sert à quoi? Moi, j'ai besoin de savoir les visites où il n'y avait pas d'achat. Donc pour savoir ça, je veux trouver tous les visites qui existent dans le transaction où donc il y avait de l'achat et après retirer ça de la totalité des visites et voir ce qui reste. Donc comment je fais ça? De 1, je sélectionne le visit ID. Ok, from. Là, comme j'ai besoin du tableau transaction, je dois explicitement seulement utiliser transactions. Donc ça, c'est la première fois, comme ça. Là, si je veux sélectionner seulement ça va me donner 5, 5, 5, 1, 2, 1, 2. Alors je peux utiliser distinct ici, mais je pense que je n'aurai pas besoin. Mais là, j'ai besoin de quoi faire. Moi, je veux, comme j'ai dit, je veux voir les visit ID qui existent dans le tableau visits, qui n'existent pas dans transactions. Donc, visit ID, not in ça. Donc là, on peut supposer ici que ça va retourner 5, après 5, après 5, après 1 et après 2. Donc,
là, ce qui est écrit sélectionne tous les identifiants des customers de ces deux tableaux ayant le truc de visite, donc ayant l'ID et l'identifiant du visite, pas dans le truc là. Donc, je veux ignorer ça, je veux prendre seulement les autres. Alors là, je veux le lancer, ça ne va pas valider le truc comme on n'a pas comme on n'a pas validé encore tous les prérequis. Mais seulement pour vous montrer jusqu'à maintenant, il y a quoi? Alors, unknown column, customer ID. Ah ouais. Ouais, il n'y a pas, pardon. C'est visit ID, ils l'ont demandé, ouais. Alors là, c'était quoi? C'était right. Ouais, c'était Customer ID. Customer ID n'existe pas dans le T, ça existe seulement dans le V. Donc là, toujours on aura du rouge, mais vous pouvez au moins voir que mon output, c'est quand même énorme. Comment je fais pour valider ça? De 1, je dois le grouper. Je dois faire tout ça. Group by v.visits id. Là, je veux le relancer. Là, ça va changer. Ça sera toujours en rouge, mais ça va changer. Là, maintenant, on a le truc groupé. Donc, vous pouvez voir, avant, il y avait plusieurs 30, il y avait plusieurs 96, il y avait plusieurs 54. Mais on a pu le grouper. Et là, on a besoin du count. Alors, pour le count, on va utiliser les trucs d'agrégation déjà prédéfinis en SQL, ce qui est le count. Donc là, je fais count étoile et je relance le truc. Rank test, pourquoi? Car unique, ouais. Comme ça existe plusieurs fois, il a groupé. Donc là, je passe distinct. Et ça va résoudre le problème. Pourquoi? Ah oui. Alors là, vous pouvez voir, pardon, que la réponse visits ID, non. Pas visits ID, count. Là, il y a un problème. Alors, l'un des premiers problèmes que c'est ça. Count. Non, trans, car je ne veux pas que ça sera affiché de la même façon. Alors là, de 1, on a pu corriger le truc. Mais on a un problème avec la sélection, le count. Group by select. Group by count. On sélecte seulement le customer ID. Le v.amount, c'est bon. Là, je vais mettre visit distinct. Peut-être, je pense pas. Ah ouais, car là c'est vite, pardon. Alors là, ici, le problème vient d'où? Il lit toutes les lignes, mais le group by est count visit ID, mais il fallait que ça marche. Là, visit ID. Comme c'est le truc universel. Pardon, c'est customer ID, group by. Ouais, c'est, pardon. C'est pas le truc, c'est group by v. C'était quoi?
c'est pas le visit ID, c'est pas par le groupe, c'est par customer ID. Putain, pourquoi ça marche pas? Group by V customer. Le output là, c'était 5, 5, 10. Alors là, je veux seulement mettre ça en commentaire. Et pour débugger, voir qu'est-ce qu'il retourne si je fais tout ça. Alors mon tableau, il y a Visit ID, Transaction ID, Visit ID, Customer ID et Customer ID. Ok. Le Visit ID c'est répétitif ici. Not even select visit ID, c'est déjà bon, c'est bon. Group by this expected. Et là, d'accord. Select distinct, tableau, visit. On va voir si je fais count. Visit ID par lien. Il y a le truc dans le chat. Non. Distinct count v.customer. ID. Non, non. Ça c'est bon. C'était visit ID. Visit ID. Le truc. C'est 10. Et là, le truc. Le distinct. Non, pas. Ok. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, il y a une autre très important que je vais vous montrer. Et ça, je veux le débloquer et le réexpliquer dans la deuxième partie. On va faire des trucs plus avancés avec des fonctions, des triggers et tout ça. Ok. Comme il reste moins de 5 minutes. Là, c'est pas copié. Alors ici, il y en a quoi? Il y en a un cinéma. On a l'ID du film, le nom du film, les descriptions et l'avis. L'ID, c'est un primary key. Chaque ligne contient l'information du film, le genre et le rating entre 0 et 10. Écrivez une solution qui retourne les films avec un identifiant impair et ayant une description qui n'est pas boring. Retournez le résultat ordered by le rating dans un ordre décroissant. Là, l'exemple, les trucs impairs, il y a 1, 3 et 5. Et les seuls qui ne sont pas boring, c'est le premier et le cinquième. Donc là, je fais un select
de 1. Donc ils vont quoi? Ils vont l'ID, plutôt comme ils vont les 4 trucs, j'ai pas besoin de les taper, je fais astérix from movies where. Alors de 1, le premier truc, on va dire que c'est pas boring. Donc la description. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Comme avant, comme on a dit, il y a le like, ou bien on peut utiliser l'égal. Et comme moi je ne veux pas que ça soit boring, c'est différent de boring. La deuxième condition, c'est quoi? C'est que le rating ça soit impair. C'était seulement pour vous montrer qu'en plus des trucs prédéfinis comme égal, plus petit ou égal, on peut faire un peu de calcul. Donc là, le ID, pourcentage de égale 0. Alors, écrit comme ça va tester si c'est pair. Et comme nous, on veut tester seulement les impairs, on ajoute les différents. Movies doesn't exist because ça s'appelle cinéma. Donc, il faut toujours bien vérifier le nom du tableau. Et pas faire comme je viens de faire. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Car on a oublié de mettre par l'ordre décroissant. Donc, pour le faire en ordre décroissant des ID, on fait comment? Toujours order by. Quel attribut que je veux que ça sera ma référence? C'est l'ID. Et je mets descending, donc décroissant en anglais. Là, une fois que je le lance, tout est bon. Alors comme c'est plus que l'heure, j'espère que vous avez bien aimé le stream. La prochaine fois, ça sera des trucs un peu plus avancés avec les fonctions, les triggers, tout ça, un peu comment insérer les données, comment modifier. Merci à tous et bonne journée.